j'écris, je travaille la langue dans la sensation et pas dans le sentiment. Bienvenue sur Profession Culture. Bonjour Michel Simoneau. Bonjour. Vous êtes sociologue de la culture, spécialiste des questions de politique culturelle, ainsi que metteur en scène et écrivain. Vous avez écrit une vingtaine de textes et depuis une dizaine d'années, vous vous consacrez essentiellement à l'écriture, ce qui a donné lieu à une magnifique trilogie, Le but de Roberto Carlos en 2013, Delta Charlie Delta en 2016 et vient de paraître Traverser la cendre aux éditions Espace 34. C'est à propos de ce texte-là que j'ai la joie de vous recevoir. Traverser la cendre a pour point de départ, on va dire, les camps de concentration, les Juifs, et donc la question de la Shoah. Il existe déjà des milliers de textes sur la Shoah. Alors, la première interrogation qui me vient, c'est pourquoi ajouter des mots à des nombreuses paroles existantes? Cette réflexion elle est à la fois personnelle, c'est-à-dire c'est un chemin personnel dans l'écriture. J'interroge la question du témoin au théâtre depuis toujours, celui ou celle qui parle pour, qui porte les mots pour les autres. Et la question de ceux qui portent pour les mots pour les absents, les invisibles ou les morts, elle est là. Donc ça, c'est au-delà même de la trilogie qui forme un corps, c'est quelque chose que je suis grosso modo avec des carreaux depuis le début. Ensuite, bon, j'ai aussi une histoire personnelle qui m'interroge, qui me poursuit depuis tout le temps, bien évidemment. Mais je n'ai jamais voulu faire une chose personnelle. Et à un moment donné est arrivée la possibilité, dans ma tête et dans l'écriture, de l'insérer dans une question plus vaste. La question de la Shoah n'est pas la question pour moi, là-dedans. La question, c'est vraiment, dans une situation de l'anéantissement humain comme ça, des morts, qu'est-ce que peut être le témoignage? Bien sûr, cette question a été posée par Primo Levi, par d'autres, mais là, moi, je voulais montrer, ce ne sont pas des victimes, ce sont des vaincus, un peu comme dans Delta. Et justement, le lien, c'est le survivant de Muitine de Delta. C'est-à-dire que, justement, il aurait dû être mort sous les deux autres victimes électrocutées dans le transformateur, il survit et en fait, il ne peut pas vivre parce qu'ils sont coupables de survivre à ses amis. Et là, j'ai pas fait exprès, ça a cogné la question de la culpabilité du survivant. Et ça m'a ouvert forcément la question de l'anéantissement, de la Shoah, mais même de tous les anéantissements des êtres humains et de ceux qui peuvent donc survivre. Et la question de la survie. Ce qui m'a frappé, c'est que on n'a jamais vraiment posé la question de la résistance à la mort. On l'a toujours posé en question simplement de révolte physique. Elles ont eu lieu, elles ont été écrasées, je le rappelle d'ailleurs dans ce texte, mais le plus fondamental pour moi, c'est l'écriture. C'est-à-dire tous ceux qui ont survécu en écrivant, en se disant « nous savons que nous allons mourir, mais nous allons écrire et nous allons enterrer ces paroles. Et ces paroles seront déterrées plus tard. » Et elles l'ont été. Elle est la survie, elle est ce par quoi survit le mort et il vit aujourd'hui. Et le théâtre même est le lieu où on va donner cette parole aux morts. Il y a eu un débat qui a été assez intense, il l'est devenu beaucoup moins ces derniers temps, mais qui a été assez intense au fil des décennies par rapport à cette question des camps de concentration, c'est de dire, devant une telle réalité insensée, toute forme artistique quasiment est une transgression. Alors, fameuse phrase sur écrire un poème après Auschwitz. Mais, ouais. Et est-ce que faire entrer une réalité insensée dans le langage, est-ce qu'il n'y a pas un risque de lui donner presque un sens et donc, dans un certain sens, une banalisation? Je ne cherche pas à donner un sens. Il y a un grand poète, Armand Gatti, qui est mort et qui racontait comment, dans les camps, les gens chantaient. Mais c'est parce que la mort existait, que le destin mortel était
concret, que quelque chose s'est mis en dynamique, on survit comme ça. Et pour moi, la question du sens, elle n'est pas du sens à ce crime extrême, à la Shoah, à la destruction. C'est de montrer comment quelque chose naît dans la mort et contre elle. Et que l'être humain est celui qui peut le faire et qui le fait. Vous avez des formes très poétiques, mais aussi des formes très historiques pour montrer juste la réalité. Il y a une forme aussi dialogale à un moment, il y a un grand monologue. Donc, est-ce que cette construction formelle est justement là pour montrer, pour être témoin? Dans les trois, je l'ai fait avant, mais vraiment là, dans cette trilogie, dans ces trois, c'est la base même de la forme. J'aime pas le mot réalité, il y a des faits. C'est plus intéressant. Moi, le mot réalité me plaît pas, on pourra en parler, mais c'est plutôt les faits. Alors, on les écrit, les faits. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bruts. Il n'y a pas de faits bruts. Je les écris. Il y a du récit. Il y a des récits de choses que je raconte qui ont pu être vraies, celles-là, qui ont pu exister. C'est pas les faits, c'est la même chose, même si en référence à des choses qui ont existé. Et il y a la poésie reliée à la fiction. Une poésie par laquelle on réinvente les choses. Moi, je réinvente. Je donne du sens, je donne des mots sur quelque chose. Et ces trois, effectivement, formes que j'articule dans les trois textes, elle est pour moi importante parce que c'est un point de vue différent. La forme est un point de vue différent. C'est-à-dire, ça permet de ne pas entrer dans une sensiblerie, dans une identification qui aveugle ou une émotion qui aveugle, mais dans ce... Moi, je dis que j'écris, je travaille la langue dans la sensation et pas dans le sentiment. C'est-à-dire que, ça c'est très important, c'est-à-dire que le sentiment, ce serait faire pleurer, donner l'émotion, on s'aveugle par un phénomène. Et je veux pas ça. C'est-à-dire, je souhaite... Il y a une sensation. Ça ne veut pas dire que c'est sec. La sensation, elle produit quelque chose de physique. Elle produit du sentiment. Mais moi, je ne la fabrique pas. Et ces trois formes, elles encerclent, au fond, de cette manière, l'approche de ce dont je veux parler. Et justement, ce mélange des formes fait que les éditions Espace 34 ont créé une nouvelle collection qui s'appelle Hors Cadre, collection jaune, comme on le voit bien là. Et ce côté hors cadre, alors même que vous posez comme un écrivain destiné à la scène. Je parle pas de théâtre d'emblée, mais on va dire une écriture qui est destinée à la scène. Tout à fait. Est-ce que quand vous avez écrit Traverser la cendre, vous avez eu déjà en pensée cette scène? Et comment, selon vous, on traduirait ce passage à la scène avec cette espèce de fragmentation formelle qui ne rend pas d'emblée évident cette mise sur plateau? Oui, comme dire, c'est une bonne question. Non, parce qu'elle est au centre, elle est aussi une des questions fondatrices de mon voyage dans l'écriture et du théâtre. J'ai commencé comme critique de théâtre, après j'ai fait des mises en scène, donc je sais ce que c'est que la scène. Je suis un bon public du théâtre de boulevard, donc ce qui peut sembler étrange à ceux qui découvrent Traverser la cendre. Si j'aime ça, je veux dire parce qu'il y a quelque chose dans la construction qui me plaît et qui est cohérent. Et je veux dire simplement, bon, on n'a pas le temps de parler de ça, mais ce que je veux juste dire, c'est que on a une perception du théâtre qui peut correspondre à une forme de théâtre de boulevard. C'est-à-dire, on a du dialogue, on a un espace, des gens qui se déplacent, des gens qui se répondent. Non, le théâtre, si on regarde le théâtre antique, le théâtre tragique, c'est quoi? C'est un chœur, c'est des personnes qui viennent, des figures avec un masque qu'on ne reconnaît pas, qui s'adressent à 3000 personnes dans un amphithéâtre. Donc, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de modèle. Et malgré tout, vous aviez quand même dans la tête cette traduction scénique? Pour moi, ce qui est scénique, c'est le rapport entre une langue, une voix et un corps. Pour moi, la scène, elle se réalise pleinement quand il y a un acteur ou une actrice, un corps, dont la voix est partie prenante. C'est-à-dire la voix, elle est une matière au même titre que le corps est une matière et qui se travaille ensemble sur le corps et qui s'adresse à des spectateurs.
et de créer une sensation, pas des sentiments non plus toujours, de vivre une sensation très forte. Et ça n'est pas du tout une neutralité. Par exemple, moi, ma référence, c'est Patti Smith. Et Patti Smith dans Radio Ethiopia. Une de ses chansons des années, je crois, des premières, où d'ailleurs elle s'est fait gicler, elle a eu un gros problème. Quand on regarde ça, je veux dire, il y a une espèce de fusion. Il y avait quelque chose comme ça, d'une articulation intime entre la voix, l'énergie, le corps, qui fait que quelque chose est porté. Moi, ça quelque chose qui me fascine. Pour ça, je vais dire encore une chose qui va... J'ai été très sensible à Johnny Hallyday, de ce point de vue-là. Eh oui, parce qu'il y a quelque chose de... Théâtre de boulevard, Patti Smith et Johnny Hallyday, oui, on ne s'y attend pas forcément. Ouais. Non, parce que ce n'est pas la question du genre. Pour moi, quand j'écris, j'imagine que l'acteur ou l'actrice profère des paroles qui lui sont nécessaires à dire. On doit sentir cette nécessité. Et ça, c'est un travail de la langue, de sa musicalité, de son rythme, des consonnes, des voyelles. Comment travailler un chant? Eh ben, ça m'amène tout naturellement à ma dernière question. Y a-t-il un avenir scénique immédiat à ce texte? Immédiat, non. Là, l'avenir, c'est une mise en scène qui est prévue dans un an par une compagnie qui s'appelle Compagnie des Quatre Coins, dirigée par Nadège Coste, dont j'apprécie beaucoup le travail. Moi, je vais en faire une lecture avec un musicien avec qui je travaille beaucoup, Franck Vigroux. On va faire une lecture, musique, texte. Voilà que je m'aventure, en plus seul, à lire ce texte. Il ne va pas être simple. Voilà. Merci beaucoup. Dernière question bonus. Oui. Parlez d'une œuvre d'art que vous avez récemment vue et que vous avez appréciée. Oui. C'est l'exposition Anselm Kiefer qui s'appelle Porcelain et qui est terminée à Paris. Elle était dans le Grand Palais éphémère. Voilà. Ils ont quelque chose en commun, c'est d'être allemands tous les deux, d'avoir des comptes à régler avec l'Allemagne. Paul Celan, sa famille était détruite par les nazis, et il a voulu écrire dans la langue de l'ennemi, comme il disait. C'est l'élection de la langue pour lui, c'est pour ça que c'est important pour moi. Cette langue de l'ennemi, il a voulu créer dedans toute sa vie, quitte à être parfois obscur, abscon, mais qui était cette force. Et Anselm Kiefer, dont le père a été officier dans la Wehrmacht, je crois, avait aussi des comptes à régler avec ça. Et sa rencontre avec la poésie de Paul Celan a été quelque chose. Et ce qui fait qu'il y a entre sa peinture, cette énormité des tableaux qui font 8 mètres de haut, enfin ouais, ça fait 2 étages et demi, enfin, dans lesquels il y a il peut y avoir des phrases de Paul Celan, et puis c'est de la matière justement, il y a quelque chose de très physique aussi dans ce qu'il fait. C'est imposant ça. Et cette intrication-là, pour moi, bon voilà. Merci beaucoup. Merci.